never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Aujourd'hui, nous vous présenterons les données de la dernière recherche en santé sexuelle en prison et regarderons de près les effets de la médiation en santé dans les instituts pénitentiaires. Ensuite, nous parlerons de l'accès à la PrEP des travailleurs du sexe à Marseille. Comme d'habitude, nous vous lirons les dernières annonces du cœur et notre revue de presse de la semaine pour terminer. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter au téléphone 01 40 40 90 25 ou bien vous pouvez nous laisser un commentaire sur notre site comitédesfamilles.net, sur notre compte X VIH Radio ou notre page Facebook Comité des familles. N'oubliez pas que nous sommes en podcast sur notre site mais aussi sur Apple Podcast, Spotify et Audioblog. Lors de la dernière SFLS, la Société française de lutte contre le sida, le dernier congrès qu'il a eu juste avant Noël, j'ai eu le plaisir d'assister à une rencontre sur les derniers résultats d'une recherche en santé sexuelle dans les instituts pénitentiaires en France. Il s'agit de la recherche d'EtemPrev, santé sexuelle, prévention diversifiée des maladies infectieuses et réduction des risques en prison, état des lieux et freins à leur mise en œuvre dans l'établissement pénitentiaire en France et outre-mer. Ça, c'est le titre de cette recherche que vous avez déjà entendu présenter ici à l'antenne de Vivre avec les VIH. C'était réalisé par l'infectiologue Johan Conan qu'on a eu du coup un plateau que nous avons reçu et je vous conseille de retrouver du coup son intervention sur notre site. Mais déjà, aujourd'hui, on peut aller voir de près les résultats de cette analyse. Le contexte dans lequel l'étude se porte et le contexte de cette plénière, enfin semi-plénière, c'est celui de la situation carcérale française, avec 75 000 prisonniers au 1er novembre, donc un chiffre qui est extrêmement haut, réparti dans 185 établissements. Si on regarde un petit peu le détail, vous pouvez voir notamment que la densité carcérale globale est de 120%, c'est-à-dire qu'on dépasse de plus de 20% les capacités des établissements et cette problématique se répercute notamment sur les maisons d'arrêt qui, elles, sont à plus de 140%, quasiment 150% de surpopulation. On l'a dit, les données qui existent, elles sont très anciennes. Et si on parle des données de prévalence, les dernières qui sont d'échelle nationale sont celles de l'étude Prévacar qui a eu lieu en 2010 et qui montrait une exposition plus forte des personnes emprisonnées aux maladies transmissibles et notamment au VIH qui avait une prévalence qui était environ 4 fois supérieure à celle de la population générale et une prévalence du VHC qui était à peu près 7 à 8 fois supérieure à celle de la population générale. Qu'est-ce qu'il y en est des stratégies de prévention et de réduction des risques dans les prisons ? Pareil, il n'y avait pas beaucoup d'études récentes. Celle qui datait, c'était celle de la cohorte ANRS Pride qui a eu lieu en 2019 et qui a apporté globalement une faiblesse de ces stratégies de prévention avec une application des recommandations nationales comme internationales. Le national, c'est le guide méthodologique qui est publié de manière conjointe entre les ministères de la Santé et de la Justice. Et international, c'est les recommandations conjointes de l'OMS, de l'ONU-SIDA et de l'ONU Drugs and Crime. Et en fait, on avait une application de ces recommandations qui était très limitée. On a donc voulu monter l'étude Précar. J'ai
travaillé avec Nicolas Vignier, qui est membre de la SFLS, avec le soutien du Corévi Est Île-de-France et du centre hospitalier de Melun. Et notre objectif était de refaire un petit peu le point sur l'état des lieux des pratiques et d'identifier les freins et les leviers que pouvaient rencontrer les professionnels de santé, mais également les professionnels associatifs à l'intervention en prison sur ces questions de santé sexuelle et de prévention diversifiée des infections sexuellement transmissibles. C'est un travail qui a été réalisé en méthode mixte, donc à la fois d'une méthode quantitative et qualitative, et qui nous a permis au final de rencontrer 87 USMP. Donc les USMP, c'est les unités de soins en milieu pénitentiaire, c'est des services hospitaliers qui sont dans les prisons, donc sur 175, et réaliser 16 entretiens semi-dirigés aussi, et 10 visites sur site. Les résultats principaux de l'étude ont été analysés par rapport à un score qui avait été déterminé à l'époque dans le cadre de l'enquête ANRS Pride et qui s'intéressait à différents points, différentes thématiques de prévention et de réduction des risques qu'on a repris de manière à pouvoir comparer. Ces thématiques, c'était l'information et la promotion de la santé, les dépistages, notamment du VIH et de l'hépatite des IST, la vaccination anti-VHB, les traitements post-exposition, les traitements de substitution aux opioïdes, les programmes d'échange de seringues, les préservatifs, l'eau de javel, ce qui est assez surprenant, mais qui est une des seules mesures de RDR qu'on peut avoir en prison aujourd'hui, et la coupe des cheveux. Globalement, je ne vais pas tout représenter en détail, mais ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à 2009, finalement, on stagne énormément, voire on régresse sur les thématiques d'information, de promotion et sur le dépistage. On est moins bon que ce qui se faisait en 2009. Quelques chiffres clés qui moi me paraissent importants. Le taux de dépistage, donc le dépistage est censé être obligatoire à l'arrivée en prison. 45% seulement des entrants en prison ont un dépistage. Le renouvellement du dépistage à la sortie, qui est également recommandé, là on tombait à 6%. Concernant les PCR-IST, c'est une recommandation qui n'est pas, c'est pas obligatoire, c'est à l'appréciation des soignants, on était à 26% de dépistage qui a été proposé. Le rendu des résultats négatifs était fait dans seulement 54% des cas. Donc dans un établissement sur deux, on ne prévoyait pas de temps systématique pour rendre les résultats. Éventuellement, si c'était positif, les gens étaient vus, mais dans le cas de résultats négatifs, il n'y avait pas ce retour qui était fait avec une intervention en santé sexuelle qui pouvait accompagner le rendu de ces résultats. La disponibilité des TROD par les équipes soignantes était dans seulement 30% des établissements pénitentiaires, alors que ça représente des enjeux notamment sur les questions d'incarcération courte en maison d'arrêt, où les gens peuvent être sortis au bout de quelques jours. Les TROD offrent en tout cas un premier résultat rapidement. En fait, ou avec la sérologie, on a des fois cette problématique des perdus de vue. Les TROD étaient disponibles que dans 30% des établissements. Le vaccin VHB, on avait un taux de vaccination qui était de 15,8 doses pour 100 entrants. Ces 15,8 doses ne différenciaient pas si c'était une première, une deuxième ou une troisième dose, mais on est quand même sur des taux de vaccination qui sont très faibles. La vaccination HPV, elle était proposée dans seulement 14% disponible dans seulement 14% des établissements. L'équipe de démarrage de TPE était présente dans les pharmacies des USMP dans seulement 41% des établissements. Et, j'ai avancé un peu trop vite, si on voyait les TPE effectivement prescrits sur les établissements que j'ai interrogés, on était à 15 TPE prescrits en 2022 sur 87 établissements qui ont répondu. La PrEP, elle était proposée dans seulement 9% des établissements et on avait eu 23 prescriptions de PrEP dans les établissements. Les programmes d'échange de seringues réalisés de manière complète, c'est-à-dire à la fois une initiation et un échange de seringues, étaient réalisés dans 5 des 87 établissements répondants. Et 11 établissements faisaient de l'échange seul, mais n'initiaient pas les programmes d'échange de seringues. La disponibilité de préservatifs avec du lubrifiant, on était dans seulement 51% des établissements, et la plupart, dans un tiers des établissements, on n'avait pas d'accès libre à ces préservatifs, c'est-à-dire qu'il fallait forcément passer par un tiers, souvent un soignant, mais des fois des surveillants. Et souvent, il n'y avait qu'un seul lieu aussi où on pouvait retirer ces préservatifs, c'était les USMP, c'est-à-dire que les gens qui ne vont pas dans les services de soins ne pouvaient pas récupérer de préservatifs. Le signalement des violences sexuelles, il existait des dispositifs dans un établissement sur 5, avec une très 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 forte sous-évaluation du nombre de violences sexuelles qui existaient à l'intérieur des prisons. Et la contraception d'urgence était présente dans seulement la moitié des établissements qui accueillaient des femmes. Et voilà, ça c'était du coup les dernières données des recherches en santé sexuelle, mais vous savez comment ces données sont précieuses parce que nous avons
pas des recherches récentes dans les prisons. Du coup, merci à Johan Conan pour ce retour. Alors, toujours dans la même table ronde, toujours à l'SFLS, je vais vous proposer l'intervention de Valérie Bourdin de l'ALS des Lyon. Elle nous parle de la médiation en santé en prison. La médiation en santé, un levier pour réduire les obstacles de l'accès aux soins à la prévention au milieu carcéral, la réponse étant oui. Et j'espère bien qu'à la fin de l'intervention, vous serez tous et toutes d'accord. La médiation santé est née d'une initiative associative en direction des publics en situation de vulnérabilité pour différents motifs endogènes ou exogènes. Rappeler la loi de modernisation que tu as évoquée il y a quelques minutes du 26 janvier 2016 qui identifiait la médiation santé comme une fonction d'interface entre les publics, les personnes vulnérables éloignées des systèmes de santé et les professionnels qui intervenaient dans leur parcours de soins, dans le but de faciliter l'accès à ces personnes, donc à la prévention, aux soins, aux droits de santé, et vise à favoriser leur autonomie dans le parcours de santé en prenant en compte leurs spécificités. Et puis rappeler qu'en octobre 2017, la Haute Autorité de Santé a ajouté le milieu carcéral dans son référentiel spécifique. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de médiation en santé ? Eh bien c'est une mission, un processus d'aller vers et de faire avec. On détermine 4 champs d'intervention de la médiation en santé. Donc la rencontre, aller vers les publics, excusez-moi parce que quand j'ai mes lunettes, je n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur mon PowerPoint. Donc une mission d'aller vers les publics sur leur lieu de vie. Une mission d'interface entre ces publics et les professionnels de santé, favoriser les actions collectives de promotion de la santé et puis bien sûr faire réseau avec l'environnement local dans lequel elle s'inscrit. Donc la médiation en santé, c'est faire du lien, c'est participer à un changement de représentation et de pratique, c'est repérer, informer, orienter, accompagner temporairement les personnes et puis avoir une connaissance fine de son territoire d'intervention ou environnement de travail et des acteurs et des publics de ce territoire ou de cet environnement. Pourquoi la question se pose de la médiation en santé ? Parce que on relève un certain nombre d'obstacles, ils sont assez nombreux, ils sont probablement pas exhaustifs, un certain nombre d'obstacles dans l'accès aux soins et à la prévention au milieu carcéral, donc qui peuvent être liés soit à la langue, parce qu'il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère en milieu carcéral qui ne maîtrisent pas du tout le français, parce que beaucoup d'illettrisme en prison, un manque d'intérêt et de priorisation en défaveur de sa santé pour les publics incarcérés qui ont très souvent des parcours de vie assez chaotiques, une méconnaissance de leurs droits, une méconnaissance des acteurs, notamment les professionnels des unités sanitaires, pas pour les étrangers mais pas que. Une crainte de stigmatisation, ça peut être très stigmatisant pour une personne incarcérée de se rendre par exemple le mercredi matin à l'unité sanitaire alors que c'est justement ce jour-là qu'on va proposer du dépistage du VIH et des IST par exemple. Voilà, ça peut être très stigmatisant. Il y a également des obstacles dus à l'organisation carcérale. Par exemple, une mauvaise diffusion de la liste. En fait, les détenus, quand ils s'inscrivent pour aller à l'unité sanitaire ou dans n'importe quel autre service, ils doivent être inscrits sur une liste et cette liste doit être diffusée auprès des personnels pénitentiaires. Donc parfois, il y a des mauvaises diffusions de la liste au préalable pour appeler les détenus. Il y a des problèmes dans la circulation des détenus parce qu'un matin, il y a eu, un problème avec un détenu et puis ça a perturbé la circulation des personnes. Un problème d'extraction pour aller à une consultation ou un examen médical à l'hôpital. Ça peut être des conflits relationnel entre un détenu et un surveillant, par exemple, qui décidera de ne pas envoyer la personne à son rendez-vous. Ça peut être un retard de détenu qui n'arrivera pas à l'heure à l'appel et puis du coup, il n'aura pas le droit d'aller à son rendez-vous, etc., etc. Il y en a comme ça beaucoup.
Ça peut être dû aussi à des relations interpersonnelles entre donc un détenu et un surveillant et le service de l'unité sanitaire, voire de l'unité sanitaire et l'administration pénitentiaire, comme ça peut arriver parfois dans certains établissements. C'est aussi dû à un manque de personnel, aussi bien dans les unités sanitaires que dans les équipes de personnel pénitentiaire, ou encore des sorties sèches ou anticipées, et donc qui ne sont pas prévues et donc pas organisées. Alors, du coup, l'enjeu de la médiation en santé, ça va être de tenter de contourner tous ces obstacles, mais aussi de renforcer un certain nombre de choses, et notamment l'équité en santé, en favorisant l'accès aux droits communs, le recours à la prévention et aux soins et au dépistage, j'avais inclus ça dans la prévention, l'autonomie et la capacité d'agir des personnes dans la prise en charge de leur santé, la prise en compte par les acteurs d'unité sanitaire des spécificités, des potentialités, des facteurs de vulnérabilité des publics, parfois ce n'est pas toujours le cas. C'est aussi l'aller vers la proximité, renforcer l'aller vers et la proximité des publics au regard des effets et des contraintes liées à l'environnement carcéral. Il y en a un certain nombre, les questions de sécurité qui souvent prônent beaucoup sur les questions de santé, le caractère anxiogène de la prison, mais pas que pour les personnes détenues. Le caractère anxiogène de la prison, il est anxiogène pour tous les gens qui s'y trouvent, même ceux qui y travaillent, l'isolement aussi. Donc l'enjeu, c'est effectivement l'inscription de la médiation santé dans la feuille de route des personnes placées sous main de justice. C'est son intégration aussi bien institutionnelle que physique, des questions qui se posent, qui ne sont pas résolues bien évidemment à ce jour. Est-ce que la médiation, est-ce que le médiateur ou la médiatrice doit être rattaché à une unité sanitaire? Est-ce qu'elle doit être portée par un intervenant extérieur, une association? Est-ce que le poste doit se trouver physiquement à l'intérieur de l'unité sanitaire? Voilà, tout un tas de questions qui se posent et qui sont des enjeux encore actuels. Donc l'intérêt de la médiation en santé, en fait, elle se joue pour différentes personnes, bien évidemment pour les personnes placées sous main de justice, de façon à favoriser ce temps carcéral. On disait que souvent ils ont eu des parcours chaotiques où la santé n'était pas du tout prioritaire. Et donc le temps carcéral dans le parcours de vie, ça peut être un temps où justement on va pouvoir se poser des questions et se pencher un petit peu plus sur sa santé. Donc des intérêts multiples d'empowerment, de replacer l'individu au centre de la question, parce que en dehors de ça, c'est vrai que l'individu n'est pas forcément placé au centre de la détention, de favoriser une meilleure connaissance des droits en lien avec la santé, des soins proposés à l'intérieur de l'établissement, une meilleure compréhension aussi de messages qui sont délivrés par les différents acteurs, les différents services de la prison. La médiation en santé peut permettre aussi l'intermédiation culturelle, linguistique, favoriser, améliorer la confidentialité aussi, c'est pas toujours le cas partout, de faire de la promotion de la santé, de l'information, de lutter contre l'isolement aussi. Il y a énormément d'isolement en prison. Des personnes qui s'isolent dans leur cellule. Elle peut être aussi porte-parole sur un certain nombre de thématiques et puis peut permettre aussi une meilleure préparation à la sortie. Mais l'intérêt, il est aussi pour les personnels des unités sanitaires, notamment pour repérer des problématiques de santé avec ce rôle d'alerte, pour prévenir les ruptures de soins à l'entrée de la détention, pour toutes les questions en lien avec cette interface entre le personnel et les personnes incarcérées, mais aussi entre les différents acteurs de la prison. Et puis pour faciliter la logistique dans l'organisation de séances, de rendez-vous médicaux, etc. Parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes de logistique parfois pour accéder à ces services de soins et de prévention. Il y a un certain nombre de leviers et de moyens qui ne sont pas tous identifiés.
Par exemple, les comités de pilotage des actions d'éducation à la santé. Dans chaque établissement, il y a un comité de pilotage qui est en général piloté par l'unité sanitaire, qui se réunit plusieurs fois par an, qui réunit l'ensemble des acteurs des différents services de la prison. Et c'est un lieu où justement on va pouvoir échanger, réfléchir à des problématiques, il y a des actions. Le quartier arrivant peut être un levier aussi pour aller rencontrer les personnes au moment où elles arrivent. Il y a d'ailleurs eu un projet pilote il y a quelques années de Médecins du Monde sur ce quartier arrivant et qui, entre autres, permettait aussi à l'association de se rendre dans les cours de promenade pour rencontrer les détenus et parler avec eux des problèmes qu'ils rencontrent au regard de leur santé et de l'accès aux soins et à la prévention. Il y a des détenus auxiliaires aussi, ce sont des détenus qui sont employés par l'administration pénitentiaire pour des petits travaux autour de l'organisation, par exemple distribuer les repas ou faire du nettoyage. Donc bien d'autres leviers à penser, à imaginer pour permettre la mise en place de cette médiation. Et puis vous dire quand même qu'aujourd'hui, là, ça a été un petit peu évoqué, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, sur les freins en fait, auxquels se heurte la médiation en santé et qui limite à la fois sa mise en place, son efficacité, son efficience quand elle existe. C'est donc l'absence de reconnaissance statutaire, comme on l'a vu en tout cas pour ceux qui ont suivi la session, la formation initiale mais continue aussi des médiatrices et des médiateurs, et puis le financement pérenne des postes. On a vu un peu tout ça dans le détail tout à l'heure. Rappeler que dans le cadre du CNR, il y a une commission interministérielle qui s'est penchée sur la question de la médiation santé, qui a d'ailleurs pu rencontrer le CPMF, qui est un collectif national de promotion de la médiation en santé, qui est composé aujourd'hui de 80 structures et de personnel qualifiés, et qu'un certain nombre des recommandations ont pu être intégrées dans le rapport de cette commission interministérielle. Et puis le rapport de l'IGAS quand même, qui fait aussi état de recommandations, entre autres la création d'un répertoire métier, d'une certification RNCP, de l'environnement de travail des médiatrices et des médiateurs, la sensibilisation des personnels avec qui ils sont censés travailler, les financements pérennes et puis, pourquoi pas, des expérimentations. Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute des Vivre avec les VIH. Nous parlons des prisons. Pour finir sur ce sujet, voici l'intervention de Mathilde Matzinger du CHU de Lille. Elle travaille au seul CEGID en prison. Les CEGID, pour rappel, sont les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic. Donc effectivement, je fais partie du seul ou l'un des seuls CEGID intramuros à ne travailler qu'en détention et que pour la détention. Donc mon CEGID, il est rattaché au CHU de Lille et il concerne 2 établissements pénitentiaires. L'unité comprend un médecin, une infirmière sous délégation de compétences et un temps de secrétariat. Donc, pardon, j'ai oublié de faire ça. L'unité va interagir avec tous les professionnels de la prison, donc les médecins, les infirmiers, les psychologues, les psychiatres, mais aussi avec des intervenants extérieurs. On a des CARUT qui interviennent en prison, on travaille avec l'URSAF, qui est l'unité régionale de soins aux auteurs de violences sexuelles, qui nous épaule sur certains projets. On a des sexologues, des infectiologues autour de nous. Il y a tout un panel de professionnels avec lesquels nous travaillons en fonction des situations et des besoins de nos patients. Donc ce dispositif, il est déployé sur 2 établissements pénitentiaires, donc les prisons de Sequedin et d'Annelin, qui accueillent des profils de patients très différents. Donc on a des courtes peines, des longues peines, des hommes, des femmes. On a une unité pour patients radicalisés, pour détenus radicalisés, pardon. On a une unité pour détenus violents. On a un centre national d'évaluation. On a un hôpital psychiatrique intramuros. On a des secteurs disciplinaires, des facteurs d'isolement. C'est très varié les publics qu'on peut toucher. En 2022, ça représentait environ 1600 personnes détenues au total. Au niveau des missions du CEGID, elles sont nombreuses, elles sont variées, donc, que ce soit dans le domaine de la réduction des risques ou dans le champ de la santé sexuelle.
Pour ce qui concerne la réduction des risques, on a des ateliers de prévention auprès de la population arrivante. Donc comme ça a été dit, quand les patients détenus arrivent en détention, alors chez nous, ils ont entre 10 et 20 jours dans le quartier arrivant. Ça leur permet, c'est un temps d'adaptation, ça permet d'évaluer les profils, ça permet pour les détenus de se poser un peu avant d'atterrir dans le grand bain de la prison. C'est un temps important pour eux et nous, en tant que soignants, c'est une facilité d'accès aux patients qui est intéressante à saisir. Donc cette intervention de RDR, elle est menée au quartier arrivant avec un intervenant extérieur d'un CARUD. Elle vise à expliquer aux patients détenus l'ensemble des grands principes de RDR, donc l'utilisation de matériel à usage unique pour ceux qui sont consommateurs, les risques liés aux objets tranchants, notamment pour le piercing, les tatouages sauvages, on en a encore beaucoup en détention et c'est un mode de contamination qui nous questionne encore beaucoup, les différents modes de contamination des IST, les différentes modalités de dépistage. Dans un second temps, on mène aussi auprès des personnes détenues des ateliers de réduction des risques en ce qui concerne la problématique du protoxyde d'azote. C'est un enjeu sociétal majeur aujourd'hui, c'est un problème qui préoccupe beaucoup en détention. Pour ce qui est de la RDR, on met à disposition de nos patients donc, du matériel de RDR, des pailles à usage unique, des préservatifs. On n'a pas malheureusement d'échange de seringues, de programme d'échange de seringues, on aimerait bien, mais l'administration pénitentiaire nous met un veto complet sur le sujet. Oui, c'est sans surprise. Dans le domaine de la santé sexuelle, on mène des ateliers de sensibilisation et de prévention des violences sexuelles. Donc ça a lieu également au quartier arrivant avec un psychiatre de l'URSSAF qui nous épaule. Pour les patients qui le souhaitent, après, en détention, on a des ateliers plus complets qui ont lieu, notamment sur les questions de consentement, de performance, d'anatomie, de physiologie. C'est 5 séances dédiées aux différentes thématiques de santé sexuelle. Ça a un grand succès auprès des patients. Ça marche très bien. À chaque fois qu'on a des inscriptions, des complets, on essaie de faire bâtiment par bâtiment. Il y a une grande demande de ces ateliers. On a plusieurs fois par an donc, des événements thématiques comme le mois sans tabou en partenariat avec le Corévi, le SIDAction en partenariat avec l'administration pénitentiaire qui nous sollicite tous les ans pour intervenir. Et le CEGID coordonne également l'ensemble des dépistages et des remises de résultats en prison, j'y reviendrai juste après. On a aussi des missions hors les murs, notamment avec l'UHSA. L'UHSA, c'est une unité psychiatrique. Quand les patients sont trop instables au niveau psy ou qui ont un risque suicidaire trop élevé, on les laisse pas en détention. On a un hôpital qui est dédié pour les prises en charge psy, donc on interagit avec eux. La maison des familles, avec lesquelles on essaie d'intervenir le plus souvent possible. Le Corévi, bien sûr, des Hauts-de-France. Donc on participe au groupe de travail sur les violences sexuelles et sexistes et forcément celui sur le milieu carcéral. Parmi nos missions transversales, on retrouve la formation des différentes équipes. Donc là, par exemple, pour 2023, on a eu des formations sur le VIH, la transidentité, la réduction des risques, le protoxyde d'azote. Donc on forme nos collègues soignants et on essaie de toucher le plus de surveillants pénitentiaires. Ça, c'est pas toujours très facile à organiser, mais quand on arrive à le faire, c'est une bonne chose. Alors maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Comment s'organise le dépistage en prison ? Donc chaque personne qui est écrouée se voit proposer un circuit arrivant, durant lequel elle pourra rencontrer un médecin généraliste, des infirmières, un radiologue, un dentiste, un psychologue, un psychiatre si besoin, une gynéco quand on est à la maison d'arrêt pour femmes. Durant ce circuit arrivant, les patients se voient proposer systématiquement un bilan sérologique qui va comprendre VIH, VHB, VHC, syphilis et un bilan urinaire pour la recherche de clam et de gono. On peut faire des dépistages à n'importe quel moment de la détention, sur simple demande du patient, ou alors si on pense qu'il y a eu une prise de risque, ou avant la sortie. À distance d'une quinzaine de jours, les patients sont convoqués pour ce qu'on appelle un point santé CEGID. Donc, le point santé CEGID, c'est un temps de consultation individuelle durant lequel le patient bénéficie d'une remise de résultats. Dans notre cas, puisqu'on a un CEGID et qu'on a la chance du coup d'avoir du personnel dédié, on remet les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, à chaque patient. C'est un temps qui permet d'échanger avec les patients détenus et de faire le point avec eux sur d'éventuelles prises de risques, sur des consommations, sur sa santé sexuelle, sur d'éventuelles violences subies. Il s'agit aussi d'un moment privilégié pour faire le point sur la PrEP, le TPE, le TASP, la réduction des risques. Cette consultation, c'est aussi l'opportunité de proposer des TROD aux patients qui ont refusé le bilan sérologique. Donc, pour le moment, on peut troder VIH et VHC. On aimerait beaucoup pouvoir troder VHB syphilis, mais ce que nous répond le CHU, c'est que, en fait, puisqu'on peut faire un bilan sanguin, pourquoi troder ? Je pense qu'il y a encore là aussi besoin de faire avancer la mentalité sur les intérêts du TROD. On profite aussi de cette consultation pour faire le point sur les vaccinations, donc VHB en systématique, mais aussi VHA, Gardasil, variole du singe. On adapte bien sûr les propositions au profil des patients et à leurs besoins. Alors en 2022, sur Annelin, on a réussi à avoir 81% de nos entrants, c'est pas mal. Sur Sequedin, on est un peu moins que ça, on est à 58%.
Les freins à l'accès à la consultation, ils sont inhérents à la détention. Ils ont été évoqués brièvement. Le temps d'incarcération qui est parfois très court. Moi, j'ai des patients qui sont là pour quelques jours, parfois même quelques heures. Du coup, j'ai pas accès à ces patients-là. On manque de créneaux de consultation. Ça, c'est compliqué d'accéder au bâtiment. Et après, quand on arrive à accéder au bâtiment parce qu'on a un créneau, et ben, le patient n'est pas là parce qu'on l'a convoqué à la A et maintenant il est à la B, parce qu'il est en promenade, parce qu'il est au parloir. C'est des choses qui ont déjà été évoqué tout à l'heure. On arrive quand même à avoir une majeure partie de nos patients et ce chiffre il augmente d'année en année, donc c'est plutôt encourageant. Un petit focus VIH, donc en 2022, VIH dépisté lors du circuit arrivant, on a eu 2 annonces diagnostiques, on a eu un patient déjà diagnostiqué, il avait une charge virale indétectable. En 2023, donc l'année elle est en cours, 3 patients déjà diagnostiqués avec une charge virale indétectable. Alors j'ai écrit ça la semaine dernière, la vendredi j'ai un patient qui est arrivé et lui c'était une annonce diagnostique. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec une sérologie positive? Il y a 2 cas de figure. Premier cas de figure, le patient il connaît son statut, donc on fait une reconduction du traitement, on met en place le suivi biologique, on met en place des consultations avec l'infectiologue et l'infectiologue qui vient jusqu'en détention. Deuxième cas de figure, c'est une primo-détection. Donc là se joue l'annonce diagnostique, donc c'est une prise en charge multidisciplinaire, on va faire l'annonce avec un psychologue ou un psychiatre. On va évidemment pas faire ça le vendredi à 17h en disant « Monsieur, vous avez le VIH, je reviendrai lundi, pensez-y ». Non, on fait ça en début de semaine. Le patient il est bien entouré par l'équipe soignante. Après, on peut mettre en place donc, son suivi biologique, les consultations d'infectiologie pour l'instauration du traitement et pour son suivi. En ce qui concerne la RDR spécifique au VIH, je l'ai déjà partiellement abordé, mise à disposition de préservatifs dans chaque bureau de consultation, mais aussi dans des endroits stratégiques où le patient peut servir discrètement. Donc nous, on a choisi d'en mettre dans les bibliothèques des bâtiments, on a choisi d'en mettre les UVEF, c'est les unités de vie familiale, c'est des parloirs, c'est des pièces aménagées pour des parloirs un peu plus longs. On en met au greffe, au vestiaire, ça c'est les modalités de sortie du patient, comme ça quand il sort, il peut se servir en préservatif sans passer par l'unité médicale. En termes de RDR, on a aussi donc, différents temps d'information individuels et collectifs sur les modes de contamination, sur les dépistages, sur le I égale I, la PrEP, le TPE. Ça, c'est des éléments largement méconnus en détention. Les patients, quand ils arrivent et qu'on leur explique le principe du I égale I ou qu'on leur propose on leur parle du TASP, tout ça, ils tombent des nues. C'est vraiment des choses très méconnues. On a la possibilité de faire des ordonnances de préservatifs, bien sûr. On a un kit AES en détention. On met nos patients sous PrEP si besoin. Là, je regardais les chiffres sur 2023. On a eu 2 patients qui ont demandé la PrEP pour la sortie et 2 patients qui ont demandé la PrEP pour leur temps de détention. Pareil, sur ces 4 patients, c'est des personnes qui ne connaissaient pas la PrEP avant d'arriver chez nous. Donc le point santé Cégide, c'est l'occasion de faire le point sur d'éventuelles pratiques à risque, notamment l'usage du préservatif. On va questionner en systématique nos patients sur leur utilisation des capotes. On va aborder avec eux les relations sexuelles tarifées chez les hommes, chez les femmes, que ce soit en tant que client ou en tant que professionnel. C'est vraiment un temps d'échange qui permet d'ouvrir le dialogue et de libérer la parole. Pour finir, je voudrais vous parler de la lutte contre la sérophobie en détention. C'est un enjeu majeur. On constate énormément de méconnaissances et de fausses informations. C'est crucial pour nous de pouvoir aborder cette thématique avec nos patients. C'était le thème du mois sans tabou 2023. On a organisé des ateliers en partenariat avec l'administration pénitentiaire et le Corévi. C'est des ateliers qui ont eu beaucoup de succès. C'est dommage, on a dû refuser des patients parce qu'on a eu vraiment énormément d'inscriptions. Le sujet de la sérophobie, il est abordé avec les patients de manière systématique dans les ateliers de groupe et dans les consultations individuelles. On insiste beaucoup là-dessus. Là, on est confronté à un problème qu'on n'avait pas auparavant. On a deux détenus VIH qui sont venus nous voir en disant « j'ai un problème avec mon co-détenu, il a vu que j'avais un traitement tous les jours, il a googlisé, il a trouvé ce que c'était, il sait que j'ai le VIH, maintenant ça se passe très mal en cellule, donc on a un partenariat, on essaie d'établir un partenariat avec la pharmacie centrale du CHR pour qu'elle puisse anonymiser les traitements. C'est pas toujours évident. Ça nécessite aussi, donc, en ce qui concerne la lutte contre la sérophobie, beaucoup de dialogue avec les surveillants également, parce qu'eux aussi, quand ils voient qu'il y a un traitement tous les jours, très facilement, ils font Doctissimo, ils font Google, ils regardent un peu ce qui se passe. C'est un peu compliqué. On a fréquemment des surveillants qui viennent nous voir en disant qu'ils veulent une liste des patients VIH de la détention. Oui, non, merci, on va pas faire ça. Mais voilà, c'est compliqué, ça nécessite beaucoup de temps de dialogue formel ou informel. Encore il n'y a pas si longtemps, un surveillant qui met 2 paires de gants pour servir le repas d'un patient qui pense être VIH. Enfin, voilà. Bella,
mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchá. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto y se le escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal. La tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste no la puedes olvidar porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. Siguen los pregones, la melancolía y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el son. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal. La tierra suspira si no te ve más. Tiene un quejido, tiene un lamento, nunca lo olvido. La llevo en mis sentimientos, sí señor. Oigo ese grito, vive el recuerdo, corre en mi sangre. La llevo por dentro como no, canto de mi tierra bella y santa. Sufro ese dolor que hay en su alma, aunque esté lejos yo la siento y un día regreso yo lo sé. Siguen los pregones, la melancolía. Cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el son. Cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento. La nostalgia de su voz me llega con fuerza al corazón. La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal. La tierra suspira si no te ve más. Vous êtes toujours à l'écoute de Vivre avec les VIH. Nous avons fait une première partie de cette émission dédiée au retour de la Société française de lutte contre les sida, mais par rapport à la prison. Maintenant, on revient à l'SFLS une dernière fois pour un autre sujet. Carole Eldan du CHU de Marseille nous parle du projet Facette. Facette qui a comme but de favoriser l'accès à la PrEP et la prophylaxie pré-exposition aux travailleurs et travailleuses du sexe migrantes à Marseille. On va l'écouter.
Donc en effet, moi je vais vous présenter le projet Facette. Donc Facette, c'est pour favoriser l'accès à la santé sexuelle, même plus globalement, mais la PrEP en fait partie, chez les travailleuses du sexe migrantes à Marseille. Et c'est un projet qu'on a coordonné avec le docteur Émilie Mosnier, qui est aussi infectiologue et filié au CESTIM à Marseille, et qui maintenant est dans d'autres horizons au Cambodge, mais c'est vraiment un des piliers de ce projet. Pourquoi Facette? Finalement parce que on sait déjà dans la stratégie nationale de santé que il y a plein d'incitations à justement favoriser l'usage et l'accès à la PrEP chez les personnes exposées, et notamment chez les personnes originaires d'Afrique subsaharienne, chez les femmes en situation de précarité qui ont recours à des échanges économico-sexuels pour survivre. Donc ça fait partie des grands objectifs. Malheureusement, les chiffres de la PrEP en France aujourd'hui, chez les femmes, c'est encore des chiffres extrêmement faibles. Ici, vous avez donné PIFAR que vous connaissez probablement, c'est 2,5% des initiations de PrEP qui sont faites chez des femmes entre 2016 et 2021, donc on a énormément de progrès à faire, et en particulier, donc comme on l'a vu, dans cette population particulièrement à risque, que représentent les femmes travailleuses du sexe migrantes. Alors on avait fait un travail préliminaire, nous, à Facette, justement, dans les Bouches-du-Rhône, pour savoir un peu quels étaient aussi les usages de la PrEP chez les femmes et chez ce public cible particulier. Donc ici, vous avez une étude rétrospective qu'on a faite sur tous les CEGID des Bouches-du-Rhône. Il y avait 74 000 personnes qui avaient consulté dans les CEGID sur cette période-là pour tous les motifs possibles de consultation en CEGID. Parmi ceux-là, vous voyez que les usagers de PrEP représentaient 2197 personnes, et on est à peu près sur les mêmes chiffres au niveau national, c'est pas très étonnant, mais voilà, 2,6% de ces usagers étaient des usagères de PrEP, et la proportion de travailleuses du sexe, alors avec probablement des sous-déclarations en plus, parce qu'on ne dit pas forcément qu'on est à travailleurs du sexe quand on va en CEGID, mais voilà, une proportion de travailleuses du sexe migrantes encore plus basse qui tombait à 0,3%. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose, d'autant plus que localement à Marseille, dans notre petite expérience de consultation de maladies infectieuses, on a eu un phénomène qui nous a inquiétés entre 2018 et 2019, qui est qu'on a découvert de façon assez rapprochée dans le temps des séropositivités pour le VIH chez des femmes pendant les grossesses, à des stades des fois avancés de la grossesse, et détectables la plupart du temps. Et la particularité qu'avaient ces femmes, c'est qu'il y avait 66% d'entre elles qui étaient originaires du Nigeria, et ce qui reflète l'arrivée en fait d'une nouvelle communauté sur Marseille. Voilà, donc on s'est inquiété, voilà. Donc on a réfléchi avec le docteur Mosnier, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Déjà on a fait aussi une première étude préliminaire pour essayer d'accéder à cette population et de mieux connaître cette population. L'étude Facette, elle est vraiment le fruit d'un travail collaboratif avec déjà toutes les associations qui bossaient auprès de ces publics-là, les femmes travailleuses du sexe migrant. Donc on est allé voir les associations avec Hippolyte Regnault, qui est sociologue et qui avait présenté, je pense d'ailleurs, une partie de son travail l'année dernière à la SFLS. On a fait d'abord des entretiens qualitatifs, à la fois avec les acteurs qui suivaient ces femmes, à la fois les médecins de base, les associatifs, etc., et puis ces femmes-là. Donc c'est juste pour vous montrer les principales conclusions et l'état des lieux. C'était qu'en effet, ça on le sait tous à peu près, mais les travailleuses du sexe, notamment les travailleuses du sexe migrantes, il y a eu une invisibilisation, une précarisation croissante de leurs pratiques, du fait de nombreux facteurs, du fait de la crise Covid, entre autres. Et puis que, donc à Marseille en particulier, on avait donc l'émergence d'un groupe majoritaire qui était ces femmes originaires du Nigeria qui étaient arrivées sur les dernières années. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des changements assez importants dans les possibilités de prise en charge, qui est qu'on était sur une nouvelle population arrivée récemment très précaire, avec du coup un accompagnement dans l'accès aux droits qui était majoritaire pour l'association et beaucoup moins de temps pour faire de la prévention en santé sexuelle. Et puis, une identification aussi d'un certain nombre de barrières quand on commençait à parler du sujet de la PrEP, des barrières chez les médecins notamment qui suivaient ces femmes, avec, si vous avez un verbatim très détaillé, je ne vais pas vous lire, mais dire est-ce qu'on finalement peut suffisamment les suivre pour mettre en place la PrEP, le problème de l'arrêtation de soins, est-ce que finalement elles vont pas être encore plus à risque après si on n'arrive pas à les suivre, etc. Alors que pourtant, on pouvait assister à des scènes lors des maraudes, justement avec aide auprès de ces femmes-là qui disaient si, peut-être que ça pourrait m'intéresser la PrEP, d'autant que je connais des amis qui sont dans du sida, et puis ce qui a été souligné aussi dans une note des présentations, vu les périodes difficiles et le Covid notamment, les rapports sans préservatif c'est de plus en plus fréquent parce que ça paye mieux, etc. Voilà, donc ça c'était le constat. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a monté ce projet comme un projet de recherche-action en méthode mixte avec à la fois, on va le voir, du quantitatif, du qualitatif et une phase interventionnelle. L'idée c'était de créer vraiment une cohorte de suivi, donc déjà pour avoir accès à ces femmes travailleuses du sexe migrantes, pour avoir y compris des données déjà de base, connaître cette population qu'on avait sur Marseille, sur laquelle, à part, encore une fois, les associatifs, il y avait peu de gens qui avaient des données, en tout cas, publiées.
Donc créer cette cohorte, donc avoir cet accès, ce descriptif, et ensuite mener bien sûr toute une action basée sur la médiation. C'était vraiment notre outil principal, celui qu'on voulait mettre en place, de la médiation avec des médiateurs issus des communautés, principalement santé sexuelle après la période d'inclusion et pendant la période d'études. Donc voilà, diverses actions menées par les médiatrices. Et l'idée c'était vraiment de se mettre donc, en amont en effet des structures de soins qui étaient associées au projet, avec des actions d'éducation et un accompagnement vers les lieux de soins. Et puis après, l'idée, c'était de faire un suivi, bien entendu, aussi, pour recueillir des données quantitatives sur qu'est-ce qui se passait grâce à l'action. Donc les résultats que je vais vous présenter après sont vraiment très préliminaires, bien sûr, vous n'aurez pas tout, parce qu'on est en train encore d'analyser pas mal de données. Les critères d'inclusion en bref, donc c'est d'être une femme cis ou trans, exercer des prestations sexuelles en échange d'un service ou d'une compensation monétaire, avoir plus de 18 ans, ne pas être née en France et exercer principalement, ou en tout cas son activité sur Marseille. Alors juste un petit mot sur notre méthode de recrutement, parce qu'en effet une des premières questions qu'on s'est posées, c'est comment est-ce qu'on va avoir accès à cette population pour réussir à les inclure dans une cohorte de suivi. Et donc on s'est aussi creusé la tête avec Émilie qui a trouvé cette méthode qui est beaucoup plus que moi axée santé publique et qui donc a voulu qu'on mette en place cette méthode qui a bien fonctionné, qui est la méthode capture-recapture qu'on a associée à du RDS. Alors qu'est-ce que c'est en gros la méthode capture-recapture? C'est un moyen d'avoir accès justement à des populations cachées, des populations qu'on ne va pas facilement pouvoir à qui on va pas avoir une communication facilement pour être inclus dans une étude ou en tout cas dans une cohorte de suivi. Et puis l'idée aussi c'était de pouvoir estimer la taille de la population parce que comme je le disais avant, on avait très peu de données sur cette population. Donc capture-recapture en 2 mots, il y a une formule mathématique, ça peut vous faire peur mais non. L'idée c'est qu'on va distribuer au sein de la population un objet identifié, un objet unique. On a choisi de faire un sifflet qui était sans pied et facette parce qu'on s'est dit, puis en interrogeant un peu les TDS, les membres des associations, que ça pouvait être un objet utile pour sonner l'alerte, etc., quand on était en situation de danger, etc. Donc on a distribué un certain nombre connu de sifflets identifiables dans la population. Et pour y estimer la taille totale de la population, donc on multiplie en fait le nombre de membres de la population qu'on connaît qui ont reçu cet objet unique, le nombre de membres final qu'on va inclure dans l'étude, et on divise par en fait, le nombre de membres qui ont été inclus et qui ont à un moment donné reçu l'objet unique. Voilà. Voilà. Vous avez plus de détails sur ce design dans le papier sur le protocole qu'on a publié. Voilà, ici vous avez le design global de l'étude, mais je vais passer là-dessus. En pratique, ça nous a servi à estimer quand même la taille de la population, qui était estimée avant facette par les associatifs à peu près 600 personnes. On est plutôt sur une population globale de 1300 personnes. L'autre chose avec le RDS qu'on a réussi à faire, donc le RDS c'est une méthode où en fait on identifie des personnes qui ont beaucoup de réseaux dans les communautés, à qui on va proposer d'être inclus dans l'étude et qui doivent ramener d'autres personnes de la communauté dans l'étude. Je simplifie, mais en gros c'est ça le principe. Et donc ce qu'on a très vite vu, donc puisqu'on s'intéressait en gros aux travailleuses du sexe migrante, en fait bien entendu c'est une population un peu trop, c'est un peu globalisant des travailleuses du sexe migrante. Vous voyez qu'on a des communautés en fait différentes en fonction des origines géographiques et ça serait bien démontré. Vous avez ici le schéma qui représente chaque graine et ce qu'elle a amené à chaque fois comme participante dans la cohorte. Donc vous voyez ici qu'on a une population majoritaire qui est d'Afrique subsaharienne, qui sont en fait principalement donc, les personnes nigériennes, dont on parlait tout à l'heure. Et puis une communauté ici d'Afrique du Nord et quelques personnes d'Europe de l'Est ici, et donc des communautés globalement voilà, qui sont assez cloisonnées en fonction du pays d'origine. On peut s'en douter, mais voilà, on s'est concerné par ce mode de recrutement. Alors, quelques résultats sur le parcours et les conditions de vie de ces femmes. Donc, on en a recruté au final 132 dans la cohorte de suivi. C'était principalement des femmes cis, avec un âge moyen de 35 ans. 87% ont des enfants, et pour les femmes originaires du Nigeria, principalement des enfants en bas âge. Voilà, ici, donc on a une majorité des femmes qui étaient originaires d'Afrique subsaharienne, et la deuxième communauté, c'est l'Afrique du Nord, puis l'Europe de l'Est. En termes de conditions de vie, donc 82% de ces femmes n'avaient pas de titre de séjour au moment de l'inclusion dans l'étude, 65% déclaraient, alors on avait gradé, ne pas savoir bien lire ou écrire, 87% sont suivis médical, et un temps moyen depuis l'arrivée en France de 7,7 ans. Un cumul de vulnérabilité, 64% en situation de sans-abrisme, principalement dans des conditions de vie dans des squats. Et quand on posait la question de la survenue de violences dans les 12 derniers mois, eh bien, il y avait des violences multiples, alors des violences racistes pour 21% d'entre elles, des violences sexistes et sexuelles pour 15%, de 6% de viols, et puis des violences liées aussi au fait d'être stigmatisées en tant que TDS, donc pour 35% d'entre elles. En termes de mode d'exercice de leur métier, il y avait quand même une majorité des femmes, 52% d'entre elles, qui avaient un exercice dans la rue. On sait depuis le Covid notamment qu'il y a une diversification des modes d'exercice aussi,
Mais voilà, donc il y avait plusieurs modalités de travail pour 13% d'entre elles et un nombre de clients approximatif de 6 à 20 par mois. Et quand on posait les questions donc, de santé sexuelle plus spécifiquement, donc on avait 11% qui déclaraient ne pas utiliser systématiquement le préservatif, 10% seulement d'entre elles qui déclaraient avoir un antécédent d'IST, 59% par contre qui avaient eu recours à l'IVG dans l'année précédente, 33% seulement sous contraception, et alors, on a posé la question de la réalisation d'un frottis ou d'un dépistage en tout cas du cancer du col, c'était seulement pour 20% de ces femmes. Par contre, 80% d'entre elles avaient eu au moins un dépistage VIH, et ça c'était principalement, quand on regardait dans le détail, les patientes qui avaient eu des grossesses et qui avaient eu un dépistage à cette occasion. L'utilisation du TPE, on l'a retrouvée dans 2% des cas, et bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, 88% des femmes ne connaissaient pas la PrEP au moment de l'infusion. Voilà. Et par contre, dès le début, on avait quand même une corrélation entre la connaissance de la PrEP et le niveau d'études chez les femmes. Donc, le principal socle quand même de l'étude FACET, ça a été ces interventions de médiation. Donc, vous avez ici, on a réussi à embaucher 4 médiatrices qui correspondaient aux communautés différentes qu'on avait. Donc, ici, Fatima Touati qui s'occupait principalement des patientes arabophones, Grace Ibn-Ezebe pour les patientes nigérianes, Snejana qui était en direction des populations plutôt issues d'Europe de l'Est et Perla pour les femmes d'Amérique du Sud. Donc énormément d'actions sur le terrain, à la fois d'organisation du dépistage, mais plutôt d'aller amener vers les dépistages. Hein, vraiment FACET, comme je disais, ça se positionne en amont et le but c'était de ramener aussi vers le soin. Un peu de dépistage hors les murs, mais beaucoup d'accompagnement au CGID, au spot notamment, avec la facilité aussi que le spot Longchamp a ouvert une consultation gynéco, donc ça permettait un mode d'entrée, la consultation gynéco vers le soin qui était très intéressant, d'autant que beaucoup de ces femmes avaient des questions sur l'utilisation sexuelle, etc., qui rendaient les consultations gynéco nécessaires. Voilà, atelier RDR, beaucoup de garde d'enfants, vous voyez ici, je vous disais, beaucoup d'enfants en bas âge, donc beaucoup aussi d'organisation pendant les ateliers pour gérer la présence des enfants qui sont là, enfin voilà, plein de choses, et notamment avec des actions d'empowerment global, avec des ateliers photos, on a une photographe qui est venue participer au projet, enfin voilà, vraiment des échanges extrêmement riches pendant toute cette année du projet. Et donc quelques tout premiers résultats préliminaires, mais je n'irai pas plus loin parce qu'on est vraiment problèmes du reste. À M3, on a quand même réussi à suivre 94 femmes sur le débit d'accord du 132, ce qui est pas mal quand même dans ce type de population. On a un usage du TPE qui est monté à 5%, pardon. 60% quand on les réinterrogeait à 3 mois connaissaient la PrEP, donc ça va mieux en termes de connaissances quand même, on sait qu'on a été plutôt efficace, on avait déjà une personne sous PrEP à 3 mois, et 35% des femmes qui avaient un dépistage de moins de 3 mois, donc pareil, globalement sur les dépistages on a progressé. Et sur M6, c'est donné encore très parcellaire, 70% taux de rétention dans le suivi, donc 70% qu'on a continué à suivre, et on continue à avoir une relation avec les médiatrices et à faire l'accès aux soins. Et puis on a rajouté une petite question sur la PrEP injectable, puisque forcément c'est dans l'air du temps, notamment chez les femmes. Et on a 15% des femmes dans la cohorte qui seraient potentiellement intéressées par la PrEP injectable. Donc en conclusion, déjà on a montré que notre méthodologie d'inclusion était efficace, c'est pas gagné. On a une population, comme on s'y attendait malheureusement, qui cumule des vulnérabilités et qui était très éloignée du soin. Une des limites de cette étude, et c'est ce qu'il va falloir qu'on creuse, c'est qu'on a une population en vrai qui est très hétérogène. Alors on a la population majoritaire des Nigériennes, mais en fait on a des sous-groupes de population. Je ne l'ai pas détaillé là, mais par exemple chez les femmes d'Afrique du Nord, on a une population qui est beaucoup plus âgée, qui souffre de maladies chroniques, sur lesquelles les problématiques sont extrêmement différentes en termes de santé que les femmes nigériennes qui sont plutôt jeunes. Donc ça, il va falloir des analyses en sous-groupe et puis un travail aussi vraiment spécifique à mener. Donc ce projet, il démontre bien entendu, s'il fallait encore le démontrer, que la médiation et la santé communautaire sont plus que jamais nécessaires quand on veut faire de l'aller vers et de la prévention efficace sur ces populations cibles et voilà. Et voilà. Et le dernier projet qu'on est en train de monter, c'est de faire des outils de communication adaptés en direction des Nigériennes spécifiquement, parce que c'est une population anglophone qui parle en plus un anglais un peu modifié, un broken English, donc on essaie de faire monter un peu des outils de communication spécifiques, des vidéos, etc. sur cette population spécifiquement. Et on enchaîne avec les annonces du cœur, les annonces que vous trouverez sur notre site. Vous pouvez vous inscrire avec une adresse mail valable. Je vous lis quelques dernières annonces. Je suis Armelle, j'ai 42 ans, célibataire, un enfant, plutôt ronde, 1m58 pour 90 kg.
Je vis en Côte d'Ivoire, précisément en périphérie d'Abidjan. Je souhaite me mettre en couple avec un homme entre 45 et 60 ans maximum. Et que cet homme ait des enfants, c'est pas grave, c'est pas un problème. Veuf ou divorcé, ça ne me dérange pas. Mais chrétien, annonce sérieux, présentant s'abstenir. Bisous. Salut, je suis une femme de 41 ans indétectable. Je cherche un homme avec qui partager des bons moments, un homme sincère qui veut vraiment s'engager. Bonjour, femme active française d'origine camerounaise âgée de 35 ans, recherche son âme sœur. J'ai 2 enfants âgés de 8 à 10 ans, je réside dans les 78, je recherche un homme qui a la tête sous les épaules, a tourné la page avec sa précédente union, qui travaille et n'aspire pas à finir ses jours seul, blagueur, s'abstenir. Je termine avec un dernier. J'ai 40 ans, bientôt 41 ans, récemment divorcée et père d'un enfant. Je recherche une femme qui a des valeurs, des principes de vie qui sont axés autour du respect et de l'honnêteté. Des projets, je voudrais que nous les ayons dans le cercle vertueux. Je réside dans les 78. Je me rends compte que nous n'avons pas du temps aujourd'hui pour la revue des presses. Je vous mettrai quelques informations que j'avais trouvées pour vous, notamment par rapport à la prise de poids et les traitements antirétroviraux et les enjeux des connaissances des populations LGBTQIA+. Et je vous mettrai ça dans notre site internet. Pour l'instant, je vous souhaite une belle semaine. À très bientôt. Au revoir. Says, baby